Chers amis, mesdames, messieurs, comme disent nos camarades belges, cordial bienvenue. Bonsoir, c'est la même chose mais en plus court. Oui. Voici donc la deuxième édition de Les Frites, les micro-festivals de littérature à l'oral. Alors, vous êtes sans doute là pour écouter Richard, moi aussi, mais avant ça, j'ai plein de choses à vous dire et je ne vais pas me priver. Les Frites, au-delà d'être un élément incontournable de tout été réussi, n'est-ce pas? Et l'événement qui nous permet de rassembler toutes les formes développées par Semer en territoire. Ainsi, nous tentons de rassembler les voix d'ici, les voix d'ailleurs, tous les occupants du territoire dans leur diversité, ceux qui sont arrivés il y a 18 générations, ceux qui sont arrivés il y a 2 heures, c'est votre cas, ceux qui ne vont pas rester, ceux qui sont persuadés que si, et ceux qui ne s'y attendent pas. Les habitants, les passagers et tous les autres. Ainsi sont ceux et celles qui nous accompagnent et qu'il me faut mentionner, au premier rang desquels les différents adhérents, adhérentes de Semer en territoire. Il y en a qui sont grands, il y en a qui sont plus petites. Il y a Alix, à laquelle nous pensons énormément, notre trésorière, et qui attend un bébé qui est peut-être né le temps que je dise cette phrase, ou celle-ci, ou peut-être celle-là. Et il y en a plein d'autres qui n'en attendent pas de bébé. En tout ça, chère équipe, merci infiniment, je vous propose de les applaudir. Oh, j'ai pas fini. Mais non, je sais. Porteurs de diversité sont également les soutiens de Les Frites et de Semer en territoire. Et alors que nous ne pourrons célébrer notre 2e anniversaire que en septembre, voilà, nous avons eu la chance d'être soutenus par pas mal de gens différents, le ministère de la Culture, le ministère des Affaires étrangères, le département du Puy-de-Dôme, pas la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui fait des choix subventionnels qui sont loin de nous. Non. Ah si, on a le droit de huer Laurent Wauquiez, on peut le faire. Ah oui, d'accord. Voilà. La communauté de communes Ambert-Livre-de-Forez, la ville d'Ambert, on l'a été par d'autres municipalités du territoire. On compte parmi nos partenaires et amis des centres culturels ici et ailleurs, des dispositifs d'accompagnement sociaux, des associations nombreuses, un hôpital même, des commerçants d'Ambert et du Livre-de-Forez. C'est la classe, merci. Bravo. Notre volonté de travailler main dans la main avec tous et toutes nous a amené à rencontrer de nombreux interlocuteurs qui, à leur rythme, placent en nous leur amitié et leur confiance, qu'ils en soient tous et toutes ici remerciés. Pour le principe, c'est quand il n'y a plus de chaises, vous en prenez une et puis vous vous installez. La programmation de Les Frites, elle est à l'image de ce que nous essayons de construire tout au long de l'année. Des formes multiples et co-pensées. À ce titre, elle n'échappe pas aux difficultés que nous rencontrons en dehors de la période estivale et ainsi, pour la 2e fois en moins d'1 an, après la non-venue de Gershom Gobwang en novembre 2021, l'invitation que nous avons lancée à un artiste africain s'est engluée dans l'enfer des visas. David Chongo ne sera malheureusement pas avec nous. Mais merci infiniment à Christophe Nury, Christophe et Anthony Lupin qui ont accepté en urgence de monter un récital de musique klezmer pour le remplacer au pied levé. Vous pourrez les écouter suite à cette rencontre. Merci. Demain, nous vous donnons rendez-vous à 14h à l'Élégante, c'est dans la petite rue de Goy, pour une lecture de Rainbow Warrior, ouvrage de notre invité de l'instant. Voilà. Puis à 16h à la gare de l'Utopie pour écouter les aventures de Tom Patate. Tom Patate à Les Frites, pouvions-nous éviter? Tom Patate, le personnage iconique d'Emmanuelle Maisonneuve, autrice du territoire, qui viendra avec nous raconter la naissance de Tom. Voilà. Ensuite, nous vous retrouverons demain soir, dans un premier temps à l'Inclusive, en haut de la rue. Merci beaucoup, Marie-Ange. Et voilà, pour un débat intitulé « Langue locale, langue de résistance », qui initialement était prévu pour faire écho à la performance que David devait jouer ce soir. Mais merci à Laurent Boitia qui a trouvé un formidable intervenant pour remplacer David. Donc nous pourrons écouter Laurent aux côtés d'Étienne Rougier, qui a un très beau prénom, enfin moi je trouve, spécialiste de... Quoi? C'est super. Non mais je dis mon avis. Non mais c'est vrai, en plus c'est Étienne comme ça. Voilà, c'est un très beau prénom. Il y a 3 E. Donc Étienne Rougier, spécialiste de la place du français au Canada et de l'occitan également, donc c'est demain à 18h. Et on continue ici, dans la même rue, avec une soirée de lecture portée par la comédienne, scénariste et autrice Judith Margolin. Bravo. Coucou.
qui est là, les habitants du Livre de Forez qui travaillent tous les matins là dans des ateliers, ils vous préparent des poèmes et demain ils vont vous lire ces poèmes, c'est la classe. Et enfin une performance que Samy Yassine et moi-même, vous offrirons. Je sais pas si... Oui, vas-y, je fais ma pub. Donc on va jouer Nos Grilles, un spectacle qu'on a ramené d'un atelier de création aux Comores grâce à Laurane qui est là. Merci beaucoup Laurane. Et qu'on a fait voilà, dans une prison sur l'île d'Anjouan. Donc venez, viendez, ça va être méga cool et vénère. Voilà. Enfin, vendredi, après un nouveau goûter... Je raconte, oui, raconte tout, oui, non, j'avais dit. On va passer ces 3 jours ensemble. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc c'est mieux de savoir ce qu'on va faire. Donc vendredi après-midi, après un nouveau goûter lecture à 16h à la gare de l'Utopie, où Emmanuel va nous lire un conte d'Henri Pourrat et nous expliquer pourquoi est-ce que ça compte pour elle, ça compte... Ah ouais. Ah ouais. Ah bon. Ah ok. Donc on vous donne rendez-vous pour une soirée explosive au volcan de Montpelou. Vous pourriez entendre Richard et Judith lire Feu. Voilà, dans un volcan. Le roman de Maria Pourchet, que vous pouvez retrouver d'ailleurs là, à la table de la librairie. Et vous entendrez également les voix de 4 lectrices, et entre autres celle de Janine Pichoir. Janine Pichoir, 86 ans, qui va venir nous lire des poèmes, ancienne vendeuse en boulangerie Place du Pontel. Et elle m'a demandé de vous prévenir. Elle a dit « J'ai l'âge et la gouaille, j'ai pas peur, amenez-les-moi vos poèmes, je vais vous les lire, moi, allez voir, tiens. » Vous êtes prévenus. Bref, les frites, c'est la patate, et c'est tout gratuit. Pour autant, tout au long du festival, vous pourrez apporter votre soutien aux différents organisateurs avec des boîtes de soutien qui seront mises à votre disposition. N'hésitez pas à demander où vous pouvez déposer des petits sous pour soutenir Semer en Territoire ou l'inclusive. C'est à prix libre et nous vous inviterons à venir partager nos tartes à les frites régulièrement. C'est promis. Enfin, ce soir, on termine par une auberge espagnole dans la rue, un peu plus haut, après le concert. Mesdames et messieurs, les frites, c'est parti. Bravo Étienne. Donc on dit, Richard Guettet, bienvenue. Bonsoir. Quel plaisir de vous accueillir en Ambert. Grande joie d'y revenir, surtout. C'est ça. Et oui. Vous étiez là il y a peu. Moins de 2 mois, absolument. Pour quoi on essaie de se souvenir comme ça de tous les parfums, toutes les odeurs, toutes les sensations qui m'ont assailli au moment de cette traversée des forêts du Livradois Forez, en compagnie de 3 auteurs-autrices, d'un ethnologue arpenteur, de Nathanaël, le meilleur guide que l'Europe ait jamais connu, de toi-même, pour comme ça nous faire découvrir l'Auvergne, son territoire, ses libellules. Si vous voulez bien, je commence par votre biographie. Allons-y. Vous êtes né à Lyon en 1981, tous vos éditeurs le disent. C'est exact. Ouais, c'est ça. Oui. Merci, Yann. Par une journée. Si vous avez des points communs avec moi au fil de la biographie, levez la main, applaudissez, voilà. Par une journée d'automne étincelante, Richard Guettet, donc vous êtes journaliste et écrivain. Depuis 2011, vous avez animé et produit l'émission Nova Bookbox de Radio Nova. Et depuis mars 2020, vous produisez les podcasts Bookmakers pour Arte Radio. Alors j'ai trouvé une critique portée par Slate Audio et Babelio que je n'ai presque pas modifiée. Donc c'est une véritable porte ouverte sur l'intimité des grands auteurs. Il parlait de vos podcasts. Oui. C'est une véritable porte ouverte sur l'intimité des grands auteurs francophones d'aujourd'hui que propose le journaliste littéraire Richard Guettet avec ce podcast d'entretien pas comme les autres. Habilement mis en son, Bookmakers nous plonge dans l'œuvre des grandes plumes qui dévoilent aisément les coulisses de leur travail. Surgissement de l'idée, façonnage des personnages, déroulement de l'intrigue, méthode d'écriture, relation avec l'éditeur, gestion de l'échec et du succès. Rien n'est laissé de côté dans ce podcast à mi-chemin entre un autoportrait, une interview au long cours, même pas la question de l'argent, sans aucun doute le meilleur podcast littéraire du moment, c'est la classe. Merci. Parallèlement, vous êtes l'auteur de 3 romans publiés aux éditions Intervalle, Les Heures Pâles en 2013, Découvrez Mykonos hors saison en 2014 et Léman en 2016, avec les dessins de Riff Rebs et de 2 ouvrages plus récents, un récit d'ascension du Mont Blanc, il est là, Tête en l'air, publié aux éditions Paulsen en 2018, et des Rainbow Warriors, publié en 2020. 2019. Voilà, oui. L'idée de cet échange, c'est que je vais vous poser des questions le plus larges possible, afin que vous soyez dans une panade la plus grande possible, et que vous ayez très ouvert en sortir. Ouais. Pour commencer, parce que l'idée c'est quand même de parler de tout ce qui vous lie au livre ou à l'écriture, est-ce que vous pourriez commencer par nous parler de votre rencontre avec la lecture? Ah ouais, carrément.
Le premier livre que j'ai lu, comme rencontre avec la lecture, c'est incroyable. Il faudrait remonter fin de grande maternelle, début de CP. Et bah, commençons par ça. Waouh. Je dirais. Alors, je pense que c'est un souvenir reconstruit. J'ai l'impression que le premier livre que j'ai lu, c'est une histoire de lapin perdu dans un paysage automnal, qui me semble être des ouvrages de l'anglaise Beatrix Potter, qui n'a rien à voir avec le petit sorcier à lunettes du même nom. Et donc c'est un malheureux lapin dont la maman ou le papa a été descendu par un fermier, et qui flippe un peu du coup du fermier, donc il s'enfuit, et c'est toute une... je sais pas jusqu'où est-ce qu'on va aller avec cette histoire de lapin. En tout cas, je me rappelle d'un moment un peu fondateur pour moi de ma mère, un peu avant l'heure du dîner, qui m'aide à déchiffrer cette histoire. Mais je sais pas jusqu'à quel point c'est vraiment ça mon premier rapport. En tout cas, ça doit être ma première émotion de lecture. Ou c'est parce que j'ai retrouvé il y a 2-3 ans une photo de moi-même à côté de ma mère à la table de la cuisine devant un livre qui a l'air d'être celui-ci. Et donc du coup, vu que c'est le seul témoignage que j'ai de moi petit en train déjà de lire un livre, voilà. Qu'est-ce que ça nous raconte psychanalytiquement sur moi, sur mon rapport à ma mère? C'est mystérieux. Bah, à la fin de cette rencontre, on vous donnera la parole, et toute analyse psychanalytique est évidemment la bienvenue. Il y a un psy dans la salle, la mère, le lapin, c'est bien. Déjà, c'est assez chargé. Ouais. Mais ensuite, du coup, vous n'êtes pas arrêté là, à cette histoire de lapin. Vous avez lu d'autres livres? C'est possible. Alors attendez, parce qu'il faudrait essayer de remonter sans que la rencontre dure non plus 7 ou 8 heures, parce que vous avez tous des vies et des choses à faire. Sur les chocs, un peu de lecture quand on est petit. Alors, je dirais en vrac, par association d'idées, un peu comme si on était chez le psy. Énorme choc de la bande dessinée franco-belge, donc évidemment Astérix, Tintin, Gaston Lagaffe, Spirou et Fantasio. Passage par le manga, je crois que nous partageons un amour pour Dragon Ball, sans doute, l'histoire de l'enfant à queue de singe, encore une porte ouverte pour les psychanalystes, qui recherche des 7 boules de cristal pour pouvoir changer le monde, comme Étienne en Auvergne. Et ensuite, quelques chocs de lecture, si vous connaissez le Suisse... Ramuz, alors je crois qu'on dit Ramu quand donc la grande peur dans la montagne, terreur absolue, lui en 5e, mais très important pour première fois qu'un territoire, un paysage, des reliefs à la fois me terrorise et m'hypnotise. Si vous vous souvenez, pour ceux qui ont lu le roman ou pour les autres d'ailleurs, une épidémie d'une maladie bizarre à mi-chemin entre la peste et la rage frappe une estive, et donc petit à petit les gens du village en dessous essaient d'aller les secourir, ils sont contaminés à leur tour, mais c'est raconté de manière beaucoup moins littérale que ce que je suis en train de vous dire, donc il y a un sentiment d'effroi qui traverse tous les chapitres, et donc quand on lit ça en 5e, dans son petit lit, avant d'être interrogé par l'institutrice le lendemain, enfin la prof, ça fait un peu flipper. Ensuite, grâce à mon grand-père, découverte de Jules Verne, fondamentale, qui du coup m'amènera adulte un jour à écrire la suite d'un roman méconnu de Jules Verne nommé Le Sphinx des Glaces, qui lui-même est la suite du seul roman d'Edgar Allan Poe, donc une sorte de filiation littéraire s'établissant à travers les siècles. Et tout ça, je le dédie à mon grand-père René, boucher-charcutier de l'Ain. Donc il y a ça, et puis qu'est-ce qui va se passer par la suite? Est-ce que les lectures font... Oui, parce que je ne vais pas faire totalement passer en revue toutes mes lectures jusqu'à aujourd'hui, ça va être très très long. J'ai relevé un extrait des Heures pâles, qui dit « Hélas, parallèlement à ma peur exagérée des guêpes attirées par nos melons, j'avais le bourdon. Farceur sans complice, intégralement niais, les cheveux blanchis par le soleil provençal, juché sur BMX et vêtu de Bermuda fleurie, je m'ennuyais gentil, régulièrement confondu, en train de parler tout seul, faute de gamins de mon âge, familier de ma langue. Il n'y avait que des Allemands, des Anglais, des Hollandais. Parler avec les mains, recréer le babil de Babel, propre aux enfants qui se captent pour un jeu de balle, fermer les yeux jusqu'à 5. Un bisou ? Waouh! Là, vous voyez bien la solitude de l'enfance en camping international. Ça se passe dans un camping 2 étoiles à Antibes, sur la côte d'Azur. Et effectivement, il n'y avait pas très peu de petits Français dans ce camping, donc du coup, je m'arrivais de parler tout seul en faisant du vélo, en effet. Ouais. Mais c'est un peu le moment à cheval entre Jules Verne et Dragon Ball. On est un peu là-dessus. Et à quel moment vous comprenez que la lecture a quand même une place qui est singulière
dans votre vie, je pense que c'est pas mentir. À quel moment il y a un déclic qui se dit non mais il y a vraiment un enjeu pour vous à continuer à dévorer énormément de livres au-delà de l'envie et à en faire votre métier? Je pense que, comme pour beaucoup de gens, ça passe pour des professeurs qui ont la passion de la transmission. Il y a une ou deux professeurs de français, des femmes, qui donnent envie de connaître, de comprendre à la fois l'histoire, les personnages, la langue, le travail sur la langue, pourquoi on s'arrête sur une phrase et pour quelle raison elle a l'air si belle. D'accord, elle impressionne par sa construction, par ce qui est raconté, mais en fait, essayons de savoir pourquoi. Il y a une image, il y a une comparaison, et se dire même pour un collégien, un lycéen, comment c'est fabriqué. Donc il y a d'abord une satisfaction de partir de l'émotion qu'on ressent à la lecture, et ensuite de se dire comment ça a été fait, qui était l'auteur, j'allais dire l'autrice, mais malheureusement il y a beaucoup trop d'écrivains hommes au programme scolaire, donc en fait à l'époque c'est toujours des mecs, et ensuite et ensuite la place que ça prend, c'est de constater que quand par exemple je suis plus obligé de lire, notamment dans les vacances scolaires, j'emmène quand même des bouquins avec moi alors que je suis pas obligé de les lire. Donc je me dis il y a quand même quelque chose qui est passé, c'est-à-dire que la lecture est devenue, au même titre, disons que aller au cinéma ou aimer voir des concerts, c'est devenu quelque chose d'important pour moi et développer mon imaginaire. Et ça, je pense que je me rends compte à cheval entre le collège et le lycée. Voilà, c'est ça que quelqu'un me dit, tu devrais lire Lolita de Nabokov ou le dernier Star Trek. Je mets les deux dans mon sac et je me dis, ouais, en fait, c'est important d'avoir toujours un bouquin avec moi. Parce que je vois bien qu'il y a un truc phosphorescent qui se déplace qui est en train de se constituer dans l'imaginaire. Et j'ai besoin un peu comme on met du charbon dans le moteur d'un train, je suis pas très sûr de cette image. Grosso modo, j'ai besoin régulièrement de repousser les limites de mon imagination, et du coup, les bouquins sont quand même sont propices pour ça. Ouais, donc il y a un déclic au lycée, c'était ça la question. Moi j'ai une autre question qui est encore un peu plus large et vous y répondrez comme vous voulez, mais j'espère bien. C'est quoi l'importance, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on se batte pour des politiques publiques de la lecture? C'est merveilleux pour plein de raisons. Alors, dans le désordre, lire, c'est d'abord à la fois c'est un processus actif, c'est-à-dire qu'on décide justement de faire venir des histoires, des personnes, des voix, des sensibilités à l'intérieur de soi. On n'est pas, contrairement au cinéma, à la télévision, voire même à la musique, ou la peinture, etc., on n'est pas... pour que ça puisse avancer, il faut le faire soi-même, il faut avancer de ligne en ligne. Et en fait, cette perception qu'on a du langage, elle est différente en fonction de nos vies, en fonction de notre éducation, voilà. Donc déjà, on a un rapport en fait beaucoup plus intime et beaucoup plus profond avec la lecture, je crois, qu'avec souvent d'autres arts, à cause de ce processus actif. Ensuite, se battre pour des politiques publiques, ce qui me paraît, et c'est ce que j'essaye de faire depuis un peu plus de 10 ans à travers les deux radios pour lesquelles je travaille, Arte Radio et Radio Nova, c'est d'expliquer que la littérature, dans toute sa diversité, en réalité, ce n'est pas un art de l'élite qui demande des connaissances et des diplômes. On a tous besoin d'histoire depuis qu'on est tout petit. Comme par hasard, nos parents nous lisent des histoires pour nous endormir ou pour justement développer nos sens, notre émotion, notre sensibilité. Donc en fait, et puis, j'y étais pas, mais j'ai l'impression que depuis la nuit des temps, au coin du feu, les hommes et les femmes de la préhistoire, du Moyen-Âge, en fait, se racontaient des histoires. Et ces histoires, souvent, provenaient de traditions orales qui sont ensuite passées dans les bouquins, et en fait on est baigné de fiction, c'est ça qui nous relie, c'est ça qui fait civilisation, on est un peuple à la fois de la parole et de l'écrit. Et en fait de rappeler que peu importe si on a fait si on a été longtemps à l'école, peu importe si on a eu des parents qui lisaient beaucoup, qui étaient des intellectuels, en fait lire, c'est quelque chose qui doit être le mieux transmis, et surtout sans surplomb, sans piédestal, sans se dire je vais pas y arriver. Et donc les politiques publiques, c'est pour ça que ce que vous faites ici avec Semer en territoire, c'est fondamental, parce que c'est littéralement amener la littérature dans la rue, l'offrir à tout le monde, la rendre gratuite, et se rappeler que en fait on a tous besoin de ce lien
de fiction, ou bien même pas forcément de fiction d'ailleurs, parce qu'on peut aussi faire la même chose avec des essais, avec des documents historiques, avec des choses qui proviennent du réel. Mais en tout cas, c'est de se dire, le travail de l'écrit, et la poésie, etc., le théâtre, eh ben, ça doit être la chose la mieux partagée du monde, avec en quelque sorte la même fluidité que la musique. Voilà, les politiques publiques, elles sont là pour ça. C'est qu'il faut que ces histoires et que le savoir circulent. C'est vraiment une mission de service public, c'est-à-dire éduquer, instruire, divertir, mais de manière originale, bizarre, déplacer les. Voilà, il faut le faire. Bonsoir. Parmi vos nombreuses casquettes, vous êtes lecteur régulier, oui. À voix haute, j'entends. Comment avez-vous découvert et pris goût à l'exercice? Alors, je dois vous dire que Étienne m'avait averti de quelques grandes lignes de ce qu'on allait faire ce soir. Et donc j'ai eu le temps de me demander, je connaissais cette question et je me suis dit, mais c'est vrai, comment ça a commencé tout ça? Ce plaisir de lire à voix haute. Capteur. Non mais c'est mieux, on est pour la transparence politique publique, c'est mieux, vous savez bien, si on commence à mentir aux Français, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est Laurent Wauquiez, président de région. Oui, voilà, raison, attention. Donc il y a deux, et vous allez voir, ce qui est marrant, c'est que je me suis souvenu de deux anecdotes qui ont lieu à 2-3 ans d'écart avant que je fasse du principe de partager des textes, parce qu'il faut peut-être que je vous donne deux petits détails. Nova Bookbox, l'émission que j'ai animée tous les soirs pendant 9 ans sur Radio Nova, le principe c'était un jukebox littéraire, c'est-à-dire que je sélectionnais chaque soir 7 textes que je lisais à voix haute, avec un peu de création musicale ou radiophonique en dessous pour habiller les lectures. Ces textes étaient les plus variés possibles, ça pouvait être des romans, des essais, de la bande dessinée, du théâtre, de la poésie, que au hasard de ma bibliothèque, parfois au hasard de la bibliothèque, des auditeurs et auditrices que je sollicitais chaque soir, envoyez-moi des choses rares que vous auriez envie d'entendre à l'antenne. Et à partir de ces textes-là, je tricotais une sorte de voyage d'1 heure, 1 heure et demie, avec des disques piochés, eux, dans la grande discothèque de Radio Nova, en rapport. Si je lisais un polar qui se passait dans les années 80 à New York, je me demandais, à New York dans les années 80, qu'est-ce qui était joué à la radio. Voilà. Et je faisais des liens entre les romans et les disques. Et sur Arte Radio, donc, ce sont comme la note de Slate, très sympathique, a pu le rappeler, c'est des grands entretiens avec des écrivains et écrivaines francophones, où j'essaie de comprendre comment naissent chez eux les histoires, les personnages, mais le plus précisément possible. Je me documente énormément, les entretiens durent 4 heures, avant montage, et au fil, à chaque fois qu'ils parlent d'un auteur qui les a beaucoup influencés dans leur cheminement, donc comment ils sont devenus eux-mêmes artistes, et ben très souvent je lis à voix haute les livres en question. Il y a aussi beaucoup d'extraits de leurs œuvres pour comprendre leurs explications. Fin de la parenthèse. Comment j'en suis venu à, par exemple, faire ça? Le premier exemple, il a l'air très sérieux. Il y a une quinzaine d'années, j'ai un ami qui a été injustement mis en prison pour 4 mois. Et en fait, on a essayé d'organiser avec des copains un concert de soutien pour réunir de l'argent au moment où il serait sorti, parce qu'il travaillait plus, il travaillerait pas pendant 4 mois, et donc du coup il fallait qu'il puisse continuer à payer son loyer pendant ce temps-là pour pas perdre son appartement, bref. Et il fallait quand même, pour que ce concert ait un peu de contenant, de quelque chose, envisager un spectacle, parce que les gens, il ne fallait pas qu'ils donnent de l'argent pour rien. Et donc avec 2 copains musiciens, je me suis proposé de lire un extrait que il joue de la musique et moi je lis cet extrait. Et cet ami m'avait offert Les Chants de Maldoror de Lautrey Hamon, qui était un bouquin qui comptait beaucoup pour lui et que moi j'avais jamais lu, parce que je lisais à l'époque très peu de poésie, et du coup j'avais été subjugué par cette poésie surréaliste, violente, semi-animalière, remplie d'obsessions très bizarres, très puissantes. Vous savez, c'est quasiment son seul livre. Ensuite, il a fait un recueil de poésie, puis il est mort très jeune. Isidore Ducasse dit Comte de Lautrey Hamon. Et j'ai sélectionné 2 pages où on voit un homme progressivement se transformer en crapaud, et pendant que mes amis improvisaient derrière. Et j'ai ressenti, en étant sur scène, en essayant, je l'avais appris par cœur, voilà,
une très grande émotion, mais en fait qui est s'il y a des acteurs et des actrices dans la salle, une émotion un peu basique de se dire, communiquer une émotion, essayer de restituer le plus précisément possible, trouver des nuances, ne pas trop en faire. Voilà, ça m'a fait une grande émotion et je me suis dit, tiens, en fait, j'aime le faire, peut-être que j'ai peut-être quelque chose à creuser dans cette dynamique de transmission d'un texte. Et puis quelques années plus tard, alors là on va changer complètement d'ambiance, je me retrouve en vacances en Corse avec une bande d'amis. Et puis en arrivant, dès les 2 premières heures d'une grande maison qui est dans l'arrière-pays corse, je trouve un petit roman érotique de supermarché qui doit s'appeler les fantasmes de Madame Jefferson. Et puis je découvre que c'est vraiment charmant et kitsch comme peuvent l'être des romans érotiques vraiment très pas chers. Phrase type Victoria sentit un feu ardent jaillir dans son corsage en voyant son beau voisin italien regarder Naples depuis son balcon, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc je me suis mis à lire un peu tous les jours des extraits de ce roman érotique au petit déjeuner à mes copains et je voyais bien que ça les faisait pas mal marrer en mettant tout ce qu'il faut de voix troublante, de pause, voilà, d'intonation charnue. D'ailleurs, vous pouvez peut-être nous refaire cette histoire de Victoria qui sent du feu ardent avec quelques pauses et une voix troublante. Oui, bah bien sûr, ok. Victoria sentit un feu ardent déborder de son corsage en observant sur le balcon d'en face le très bel Italien Enzo Calodesi qui observait torse nu la baie de Naples, alors qu'il n'y a pas de baie à Naples. Voilà. Bah, on peut l'applaudir, c'est un sacré talent. Et donc du coup, par rapport à la question qui m'a été posée, je me suis dit, tiens, en fait, ça a l'air moins, c'est un tout petit peu moins, même si ça en a l'air, et je m'en excuse, un peu moins idiot que ce que ça m'y paraît, entre Lautréamont et Victoria et les fantasmes de Madame Jefferson. Je me suis dit, tiens, quand même, le point commun, c'est que j'aime bien essayer de transmettre au plus juste un texte, aussi différent soit-il. Voilà. Et puis ensuite, quelques années plus tard, Radio Nova m'en a donné l'opportunité de pouvoir le faire quotidiennement, chaque soir, avec une carte blanche totale, c'est-à-dire que je choisissais tous les jours les 7 extraits qui seraient lus le soir, et c'était un grand plaisir, avec en plus l'opportunité d'apprendre à le faire, parce qu'évidemment, quand il m'est arrivé de réécouter les émissions de la première saison, j'étais un peu embarrassé parce que n'ayant pas eu de formation de comédien, j'avais une diction très empoulée, tous les effets de style ou bien les émotions étaient trop surjouées. J'avais peur que ça ne suffise pas. Parfois, il faut savoir vraiment être au plus près du texte pour que ça passe. Encore une fois, placer les silences. Et ça, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu faire ma propre école à savoir parfois mettre le curseur trop fort, réécouter, se dire beaucoup moins, et parfois de réécouter en disant là, par rapport à ce que dit le texte, c'est juste, en fait, ça va. Il suffisait de faire ça, et c'était. Et il y a aussi des textes qui réclament du grand guignol, beaucoup de fougue, il faut y aller à fond, et du coup, c'était intéressant de pouvoir l'essayer aussi. Mais c'est pas seulement dans ce cadre radiophonique que vous avez fait des lectures à voix haute, puisque vous avez proposé même régulièrement des spectacles, ou des lectures spectacles, je sais pas si le mot est juste. Concert littéraire, lecture musicale, les deux fonctionnent. Mais ça, du coup, vous en parliez avec le développement de l'émission sur Radio Nova, où la musique avait une place. Ouais. Et maintenant, vous proposez régulièrement des concerts littéraires avec le groupe Arad Kilo, le groupe d'Ethio Jazz. Absolument. Oui. En fait, c'est drôle parce que au fur et à mesure de ces 9 saisons, j'avais peur de m'ennuyer, vu que je me suis dit, je vais tous les soirs. Donc j'ai commencé tout simplement à faire venir des écrivains, des écrivaines, parfois des scénaristes de bande dessinée, parler de leur travail, lire eux-mêmes des textes qui leur tenaient à cœur. Puisque Radio Nova est une radio de référence concernant la musique, je me suis mis à inviter beaucoup de musiciens, Barbara Carlotti, Arthur H, qui venaient lire et mettre en musique avec une musique originale ou leur propre musique à eux, des textes qui comptaient pour eux.
Et puis, au fur et à mesure, ces créations-là, ces créations qui sont à la cheval entre la littérature et la musique, ont fini par donner lieu à des émissions en public, soit à la radio, soit dans différents endroits. Et quand c'était vraiment, quand je sentais que l'intuition que j'avais de faire se croiser un texte et un musicien, et ben ça donnait quelque chose de beau. Je me suis dit, ça serait quand même dommage de ne pas essayer de le refaire. Et ces lettres racontent un peu comment quelqu'un d'aussi complexe et solitaire, en fait, il finit évidemment par souffrir de sa condition, surtout dans des paysages éthiopiens comme ceux du Harar, désertiques, au plateau montagneux, avec des hyènes aux entrées des cités, enfin bon, bref. Je vous recommande pas pour les vacances d'aller au Harar en 1870. À partir de ces lettres-là, je me suis dit il faudrait les partager parce que cette histoire, le dernier Rimbaud, est en fait assez mal connue. Et je venais de faire la connaissance, c'est quand même incroyable, d'un groupe de jazz éthiopien, tous basés à Paris, qui s'appelle Arad Kilo, qui ont fait jusqu'à aujourd'hui 4 albums que je vous recommande vivement d'écouter. On a beaucoup sympathisé et je leur ai dit, il va y avoir une fin de saison, j'ai l'opportunité de faire un grand concert public, privé, retransmis en direct pour Radio Nova, en fin de saison, donc fin juin, début juillet. Est-ce que ça vous dirait qu'on essaye? Je lis les lettres et vous improvisez en dessous parce que c'est des grands jazzmen qui sont très très forts à partir de vos instrumentaux, mais vous essayez de trouver vos chemins entre les lettres. Et en fait, on l'a fait. Il s'est passé un moment un peu étonnant entre vraiment l'acuité de leur musique, la grande émotion, une grande mélancolie qui s'en dégage, et le désespoir de ce garçon qui finira à 37 ans par développer un cancer du genou, un épanchement de synovie qui refuse de soigner, qui dégénère, tout ça, donc une mort absolument horrible, tout en continuant d'écrire ces lettres qui nous renseignent sur l'avancée de la maladie. Et on en a fait un spectacle qu'on a joué 3-4 fois et qu'on a plaisir à jouer à chaque fois qu'on nous invite. Et il y a eu d'autres exemples. J'ai rencontré une musicienne qui s'appelle Perrine en morceaux, qui a l'excellente idée de faire tout un album en duo avec des oiseaux. Elle a enregistré une dizaine d'espèces d'oiseaux différents. Et à partir de la mélodie, du rythme et de la tessiture de ce chant d'oiseau, elle se dit, moi je fais une chanson qui a le même rythme, la même mélodie, mais une chanson en français, une chanson pop. Et donc, dans l'album, on entend à la fois le chant de l'oiseau et le glissement vers son chant à elle, parce qu'elle ne dénature pas le chant de l'oiseau, il n'est pas refiltré, et donc du coup, découvrant cette espèce de pop interespèce, qui est quand même un truc un peu tout à fait contemporain, dont j'avais jamais entendu parler, je lui proposais de faire un concert sur Radio Nova en direct, parce que j'avais obtenu la carte blanche du théâtre de Montreuil. Et moi-même, entre les morceaux, j'en suis venu à proposer une sélection de textes, de poésie qui parlent d'oiseaux, et notamment de la disparition des oiseaux, puisque vous n'êtes pas sans savoir que 20% des espèces d'oiseaux en Europe ont disparu ces 40 dernières années, et c'est pas fini. Donc pour à la fois qui permettait de soutenir le travail d'une artiste singulière, et puis de sensibiliser à travers la poésie et des recherches documentaires, ce genre de choses. Voilà. Donc du coup, j'aime bien fabriquer ce genre de choses. Pour continuer sur le lien que vous tissez avec la musique, j'ai relevé un passage très court de Tête en l'air. Laisse venir l'imprudence, murmure Bachung, devant l'obstacle tu verras, on se révèle, un jour j'irai vers l'irréel, tester le matériel. C'est que vous parlez évidemment de votre matériel d'alpinisme. Oui, alors là pour le coup, vraiment, il y a, à part murmure, Bachung, je pense que tous les autres mots proviennent littéralement de la chanson l'irréel de Bachung sur l'album Sublime l'imprudence. Mais oui, c'est-à-dire que moi, du coup, j'essaie de me dire, notamment pour certains chanteurs et chanteuses françaises, comment leur univers poétique peut en réalité me donner des indices pour comprendre ma vie, les choses qui m'arrivent. Et là, en l'occurrence, puisque c'est un livre de mon apprentissage de l'alpinisme, tester le matériel, ça s'impose. Eh bien, notre question, la question suivante, c'est effectivement sur ce chemin dans l'écriture. Oui. Comment découvrez-vous l'exercice? Et puis ensuite, comment, ouvrage après ouvrage, développez-vous de nouvelles pistes de recherche, peut-être de nouvelles méthodes de travail? Alors, comment je découvre l'exercice? Comment je me mets moi-même à écrire? Bon, alors encore une fois,
expérience probablement partagée avec de nombreuses personnes ici, il y a la joie de la rédaction en CM1, CM2. C'est-à-dire de temps en temps, est-ce que vous pourriez nous raconter vos vacances en septembre? Et ben donc du coup, moi des fois je suis bien content de raconter mes vacances ou mon séjour à l'Aquasplash Lantible par exemple. Et pas peu fier quand une année la maîtresse dit je vous propose d'écouter la rédaction de Richard parce qu'elle est super. Bon, gonflé en narcissisme, et on se dit tiens, c'est pas si mal en fait, ça a l'air pas si mal. Petit à petit, je constate un peu comme tiens, j'emmène des livres en vacances, de temps en temps j'écris des petites histoires, alors qu'on ne me le demande pas, et je finis par les conserver, par les garder pour moi. Et puis je passe évidemment sur les lettres d'amour pathétiques que j'écris pour essayer d'attirer l'attention des filles au lycée. Ça ne marche absolument jamais. N'essayez pas la poésie à cette époque-là, à moins d'être vraiment très très fort. Et arrive un moment où je quitte Lyon, une fois mes études supérieures terminées, pour venir travailler à Paris, dans des magazines culturels. D'abord en presse écrite, parce qu'avant de faire de la radio, je fais de la presse écrite. Et je rencontre, je sais pas comment, une bande là, du coup, c'est très balsacien comme réflexe. Je rencontre une bande de jeunes poètes qui sont sans le sou et pleins d'espoir. Et donc, du coup, on est tous tout à fait balbutiants et on se dit, on avait appelé ça le cercle des poètes disparates, pour vous dire. Pas disparu, c'est-à-dire qu'après ils sont tous vivants en plus aujourd'hui, donc on peut pas dire ça. Et on s'est donné pendant un an, on se réunissait, on était, je sais pas, 7 ou 8, et on se donnait une consigne d'écriture, un sujet et une forme. Voilà, je sais pas, par exemple, une scène de théâtre, de temps de signes maximum sur ce sujet-là. Voilà. Et le mois prochain, on se revoyait, puis on se lisait ça. Et on se dit ah c'est bien, puis j'ai adoré ce passage, et dit j'ai rien compris, c'est quoi, là c'est trop expérimental, on comprend rien, pourquoi, etc. Et mine de rien, la contrainte de devoir à la fois écrire un texte tous les mois, certes devant des amis, mais qui seront pas forts, qui diront que c'est pas très bien, si c'est pas très bien. Mais cette discipline-là de devoir chercher, puis un peu chercher à les épater en disant ah tu vois là sur la scène de western où il faut placer le mot cucurbitacé, j'ai réussi. Voilà. Et bien ça m'a donné une sorte de une gymnastique. Ça m'a donné envie de continuer. Et en fait, quand on en a eu un peu marre de ces rendez-vous, au bout d'un an, moi j'ai continué à écrire. Et puis donc j'étais un peu dans cette fabrique-là, personnelle, un peu solitaire. Et puis est arrivé dans ma vie les événements qui sont décrits dans le premier roman, une sorte une révélation sur ma famille qui m'a un peu tourneboulé. Et en fait, sans avoir encore l'idée que j'allais écrire un roman de ça, mais je me suis dit, pour pouvoir comprendre cet événement, j'ai besoin de passer par l'écrit. Donc je me suis mis à écrire, et puis il y avait 20 pages, et puis il y avait 20 pages, et 30 pages, et 50, et 100. Et puis au bout de 3 ou 4 ans de travail, je me suis dit, mais en fait, c'est une ruse de l'esprit, tu es vraiment en train d'écrire un roman. Alors est-ce qu'on peut écrire un roman sur sa famille? J'ai mis en tout 5 ans à m'autoriser, à me dire que je pouvais manipuler ce matériau familial qui m'appartenait aussi, terminer ce livre, oser l'envoyer à des éditeurs, et puis le jour où il y a une réponse positive, ça a le droit de sortir, et n'aie pas honte de ça, et c'est un geste d'affirmation personnelle important. Voilà, et ce chemin-là a été un peu tortueux, et puis comme ça arrive un peu souvent, quand le fait qu'il y ait un éditeur, 4 journalistes, un festival qui croit à ce premier livre, ça donne du courage pour écrire le deuxième. Le deuxième est sorti 9 mois plus tard, donc du coup je me suis dit il y a un galop, je suis lancé. Je me suis dit faut battre le fer tant qu'il est chaud, donc je me suis remis tout de suite à écrire L'aimant qui est là. Et j'ai mis 2 ans et demi à le fabriquer, mais je me suis dit voilà, je vais pouvoir, faut que j'identifie les choses qui m'obsèdent, dont j'ai trouvé le ton, un peu savoir qui je suis à travers les livres, et petit à petit aussi développer, je reprends, je crois que c'est le mot
protocoles ou de processus, des techniques, enfin bref, essayer de trouver des méthodes pour faire sortir d'autres histoires, d'autres styles, et un peu améliorer mon style, mon écriture. Voilà. Mais ça, comme dirait Annie Ernaux, c'est un cheminement obscur. Oui, je pense que... Alors, ma question suivante, c'est... Évidemment, tout le monde a vu que vous étiez quand même un triste cire, un pince sans rire. On m'appelle l'homme sinistre. Et j'ai eu l'occasion de poser la question du processus d'écriture à un auteur basé au Canada qui s'appelle Blaise Dalla, que vous connaissez, je pense. Que j'ai rencontré grâce à vous. Et qui me dit, moi j'écris parce que je me marre. Et en gros, il dit, le jour où je me marrerai plus en écrivant, je vois pas pourquoi j'écrirai un roman. Ok. Et du coup, ma question, c'est quelle est la place de l'humour dans l'écriture, du rire, dans le cheminement et dans l'ensemble même de la vie, de votre vie d'auteur? Dans la vie, je commence par un stéréotype, mais il est vrai, la formule de Chris Marker, l'humour, politesse du désespoir, on vit, on meurt, c'est absurde. Pour l'essentiel des gens de cette planète, c'est majoritairement de la souffrance, donc si on est là, et qu'on peut témoigner un peu de lumière, partager un peu par le rire et par l'humour, quelle chance, il faut le faire. Alors, dès que vous avez une blague qui affleure, essayez de la partager en général, ça simplifie les relations. Non mais, vraiment. Et donc du coup, ça, vu que moi c'est quelque chose, je n'ai pas eu à me forcer, mes parents sont très marrants. Donc du coup j'ai grandi dans un environnement où la blague est quasiment un savoir-vivre. Je me suis dit, puisque ça a jailli en moi et c'est toujours là, et je vois bien que c'est quelque chose que j'adore. C'est un bain. L'image de la baignoire me vient d'un seul coup, mais c'est quelque chose que j'adore partager. Voilà. Donc, puisque les œuvres d'art, ce qui est fondamental en art, que vous fassiez un roman, un disque, une photo ou un tableau, il faut que ce que vous fabriquiez, personne d'autre que vous ne puisse faire ça, avec ses qualités et ses défauts. Il faut absolument jamais chercher à faire le livre de quelqu'un d'autre. Voilà, mettez-vous le plus possible en entier dans ce que vous êtes en train de faire. Vos folies, vos bizarreries, vos anticonformismes, vos recherches, vos obsessions, vos névroses, vos fantasmes, c'est ça qu'il faut mettre dans le truc. Souvent, de temps en temps, quand je me dis je vais essayer d'élaborer une théorie littéraire, je me dis la seule chose qui compte, c'est qu'est-ce qui vous fait hyper peur, écrivez là-dessus. Ce qui est difficile à écrire, c'est ce que vous avez j'y arriverai jamais, c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Et ensuite, il faut trouver les moyens de faire sortir ces choses-là. Puisque moi, je constate que l'humour est si important dans ma vie, dans mes livres, bien sûr, c'est un ingrédient général perpétuel de la tambouille. Voilà. Et en plus, ça vient percuter une autre préoccupation qui est, ce que je vous disais tout à l'heure, pour que la littérature et la lecture soient le plus partagées du monde, comme par hasard, en fait, un peu d'humour, la plupart du temps, y compris si vous évoquez des sujets extrêmement graves, ça passe mieux. C'est plus facile, ça se partage mieux, et ça permet aussi, même quand on est sur des sujets hyper durs, d'accepter la réalité. Donc, inévitablement, je me suis dit, pour casser l'esprit de sérieux qui menace n'importe quel artiste et surtout les écrivains, encore plus quand ils viennent de Paris, je me suis dit, l'humour c'est pratique. Et donc, j'ai ça en commun avec quelqu'un que vous avez reçu ici, qui s'appelle Guillaume Jean. On a plaisir, puisque comme disait le cinéaste Lubitsch, même l'homme le plus digne est ridicule 2 fois par jour. On a plaisir à mettre en scène nos propres ridicules. Voilà. Et en plus, quand je me retrouve invité par une maison d'édition à faire l'Ascension du Mont Blanc, en tant que disciple d'un des meilleurs alpinistes européens, alors que je ne fais pas de sport et que je ne connais pas la montagne, vous imaginez qu'en termes de ridicule, c'est pas 2 fois par jour, c'est 200 fois par jour. Et donc c'est une matière comique et humaine inépuisable. Il serait vraiment stupide de ma part de ne pas vouloir la peindre. Voilà. Et donc j'essaye, à travers les bouquins, de le mettre un peu partout. Donc cette ascension, c'est Tête en l'air qui est là, que vous retrouvez à la table de la librairie, juste à côté de la table d'adhésion à Sommet en Territoire. Bonsoir. Pour faire lien, j'ai trouvé un extrait de Rainbow Warriors. Je vais vous le lire.
C'est ce que je raconte à François pour essayer de le réveiller. Mais mon poignant récit existentiel n'y suffit pas. Bouche ouverte, tête nue, malheureuse victime de la générosité wallonne, enfoncé dans son matelas, pâle dans son lit vert où la lumière pleut, il dort dans le soleil, la main sur la poitrine, tranquille. Il a 2 taches de rouge au côté droit. Oui, alors, attendez. Oui, c'est-à-dire, il y a un peu de contexte, parce qu'on pourrait dire que c'est un peu gratuit de faire cette blague. Mais au cours de Rainbow Warriors, donc, récit d'une... On a refait, avec des copains, on a refait, et donc Guillaume Jean, on a refait le trajet de la 2e fugue d'Arthur Rimbaud. 15 ans, 11 mois, il se tire de chez sa mère, il n'en peut plus, il se doute bien qu'il y a un truc à faire avec la littérature, mais il étouffe chez lui, dans le giron maternel, et donc il part de Charleville-Mézières jusqu'à Charleroi, puis à Bruxelles, puis à Douai. Il se trouve que pendant ce mois-ci, il va avoir une sorte de, puisqu'on est au pays des volcans, une première éruption volcanique absolument sidérante, qui sont rassemblés dans ce qu'on appelle les cahiers de Douai, et à l'intérieur desquels se trouve son poème le plus célèbre, Le Dormeur du Val. Donc, quand on passe, avec cette bande de pieds nickelés, on traverse à pied les Ardennes sur le même trajet, grâce au concours de quelques historiens qui nous ont un peu renseignés sur à peu près où est-ce qu'il est passé, dans quelle ville, il a envoyé quelques lettres, il y a des témoignages de gendarmes, de professeurs, etc. Il y a un moment, on arrive en Belgique, on fait étape dans un village qui est à 30 km de l'endroit où on a supposé qu'il ait écrit Le Dormeur du Val, et on a perdu François Perrin. Alors, qui est François Perrin ? Écrivain, barman, détective privé, spécialiste de la Madeleine, spécialiste d'un cocktail à la Madeleine, rien à voir avec Proust, et qui nous... Quoi qu'on y revient quand même. Non, à part pour s'endormir de bonne heure, parce qu'on en boit beaucoup trop. Mais donc du coup, François Perrin, à un moment, on l'a perdu pendant la traversée d'une forêt. Et puis, il ressurgit à la fin d'une journée. Il a été reçu par 5 barman belges qui étaient en train de faire l'inventaire de leur bistrot, et inévitablement il leur file un petit coup de main, et une fois que l'inventaire est terminé, ils lui ont dit François, tu restes boire un coup? Il dit oui, et en 55 minutes il a bu 14 demi qui ont été gracieusement offerts par la maison, puis raccompagnés sur une voiture à carriole absolument sur les chapeaux de roue, et quand il toque à la porte de notre gîte en disant mais François, où étais-tu? Et ça va. Le speed, il a un collier hawaïen de fleurs aux couleurs de la Belgique, et donc forcément il est passablement ivre la totalité de la soirée, et quand le lendemain matin on doit repartir sur les routes pour rallier Charleroi, c'est moi qui dois aller le réveiller, et je le vois tout habillé dans son lit, petit filet de bave absolument délicieux sur le bord du truc, et je me dis c'est dingue, c'est le Dormeur du Val qui a 2 gouttes de vin rouge au côté droit. Voilà, c'est ce que la vie me donne, c'est un cadeau, j'ai le poème sous les yeux. Donc détourner légèrement le poème est absolument irrésistible. Et du coup, ce passage, il est vraiment parfait pour passer de la question de l'humour à celle de la poésie. Bonsoir. La poésie, ça va être un fil rouge de l'Effrite. On va retrouver beaucoup de lectures de poèmes tout au long du festival. Quelle est la place de la poésie dans votre univers littéraire ? Alors, je suis très content que vous me posiez la question, parce qu'en fait, c'est en train de changer. J'en ai lu, à part évidemment ce qui est, j'allais dire, proposé, voire imposé à l'école, j'en ai quasiment pas lu. C'est-à-dire que mes parents n'étant pas des intellectuels, ils se sont toujours sentis très intimidés par la poésie. Donc du coup, il n'y en avait pas chez moi, ils n'en lisaient pas. Et donc moi-même, je ne me suis pas du tout senti concerné. Je me suis dit, la prose poétique, qu'elle soit versifiée ou pas, c'est un univers pareil qui est en surplomb, qui est lointain. Ce fonctionnement par image, je n'y suis pas, ce n'est pas pour moi. Le roman, d'accord, parce que je vois que je peux commencer par des romans qui sont plutôt des romans d'aventure, qui sont des romans de péripéties, joyeux, d'action, dérivés au fil de ma scolarité vers les romans psychologiques, les romans historiques, les romans mélancoliques, les romans d'amour. Ok, la fiction, c'est ok. La fiction peut aussi faire des détours par la poésie, là d'accord, mais on reste sur le fil de la narration, mais la poésie me semblait toujours une espèce un îlot complexe, que je me dis, probablement, j'aurais pas de plaisir à fréquenter.
Il se trouve que quand on décide avec mes joyeuderies de traverser les Ardennes à pied, bon bah si on dit qu'on refait la fugue de Rimbaud, il s'agit quand même de se renseigner un peu sur le personnage, hein, son œuvre. Donc là, je me dis, j'ai quelques semaines avant le voyage, et l'avantage avec Rimbaud, c'est que l'œuvre poétique intégrale fait moins de 200 pages. Alors certes, elle est complexe, mais déjà ça me fait moins peur. Je peux rester devant 2 pages comme celle des extraits des Illuminations, qui sont vraiment ce qu'il a fait de plus hermétique, et je peux quand même essayer de me demander qu'est-ce qu'il est en train de raconter. Voilà. Et qu'est-ce qui passe dans ce que j'ai l'impression, qu'est-ce que j'ai l'impression de comprendre. Alors, les Illuminations moins, mais déjà tous les premiers poèmes, les Cahiers de Douai, et surtout ce que moi je considère, et comme beaucoup de gens avec moi, comme son chef-d'œuvre, qui est Une saison en enfer, je vois quand même qu'il y a beaucoup d'images qui me paraissent très claires, alors sujettes à une infinie d'interprétations, mais il y a quand même, moi je vois des choses qui semblent cachées entre les lignes, et je me dis, ah oui d'accord, c'est quand même très puissant. C'est-à-dire qu'on peut faire naître on peut faire naître des visions, puisque typiquement, une de ses théories poétiques principales, c'est la théorie du voyant. Il faut essayer de tirer les rideaux de la réalité pour voir ce qui se passe derrière, faire surgir des associations et se demander ce que la spiritualité et les différentes couches de culture font naître de bizarre, d'alchimique, etc. J'ai prononcé le mot alchimique, je suis désolé. Et donc du coup, je me suis dit, tiens, il y a quand même des choses qui me bouleversent, qui me heurtent, voilà. Et en fait, c'est un truc que je vous recommande d'ailleurs, c'est de découvrir la vie d'un poète comme lui en lisant à côté la biographie et se demander quel est le lien entre ce qui lui arrive et ce qu'il écrit, quasiment d'un mois sur l'autre, puisque vu que lui il commence grosso modo à écrire sérieusement à 15 ans, et à 20 ans il a l'arrêt d'écrire. Donc en fait c'est assez étonnant de se dire, ah, il vit ça, il écrit ça, d'accord, ok. Et moi par la biographie ça m'a permis de me dire, bon, c'est quand même fort. Mais pour répondre pleinement à la question, je me suis dit, c'est génial de découvrir, de me familiariser un peu mieux avec la poésie dans l'objectif de cette aventure qui deviendra un documentaire radiophonique sur Radio Nova. Puis, quand j'ai pris la décision de me dire, il nous est arrivé tellement de choses, et puis ce mois de la vie de Rimbaud à raconter, ce moment charnière de son existence, si je mets ça en parallèle avec notre semaine de pied nickelé, je me dis, il y a un truc, le chaud et le froid, il y a un livre qui est caché derrière tout ça. C'est une chose, mais mine de rien, je continue à me sentir un peu, ça va mieux, mais je me sentais un peu éloigné. Et entre-temps, en fait, j'ai commencé à avoir entre les mains de la poésie qui me semble plus proche de moi. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent un poète américain qui s'appelle Richard Brotigan. Si je peux me permettre, il a un très beau prénom. C'est juste. Qui est un poète qui est dans les années 60-70. C'était un blond à lunettes aux cheveux longs. Voilà. Et qui est une sorte de post-beatnik, fou de Japon, un peu débraillé, et il a une capacité, mais on dirait que je le découvre, mais moi ça m'a fait du bien de faire des poèmes avec 3 fois rien, des toutes petites choses. Et je reçois son intégrale poétique un jour à la radio, et je me balade là-dedans et je me dis, ah bah ça, typiquement, je vois que c'est de la poésie, mais c'est plus proche de moi, ça m'a l'air plus facile à faire. Alors, puisque je savais aussi que Étienne allait me poser cette question, je vous propose de vous lire 2 poèmes de Richard Brotigan qui par exemple, qui m'ont un peu réconcilié avec le geste poétique lui-même. Il me plaît d'imaginer, et le plus tôt sera le mieux, une prairie cybernétique où mammifères et ordinateurs vivent ensemble, dans une harmonie mutuellement programmée, comme de l'eau pure effleurant un ciel serein. Il me plaît d'imaginer, tout de suite s'il vous plaît, une forêt cybernétique peuplée de pins et d'électronique, où le cerf flâne en paix au milieu des ordinateurs, comme s'ils étaient des fleurs à boutons rotatifs. Il me plaît d'imaginer, et ça doit arriver, une écologie cybernétique où
libérés de nos labeurs et retournés à la nature auprès de nos frères et sœurs mammifères, nous sommes tous surveillés par des machines d'amour et de grâce. Et là, je me dis, c'est marrant. C'est à la fois une espèce de fantasme de science-fiction, écolo, délire hippie, mais humoristique. Quatre strophes, c'est une unité de la poésie en prose, mais il est très libre, il fait ce qu'il veut, des fois c'est rimé, des fois pas. Et je me suis dit, tiens, amitié, proximité immédiate, je peux faire ce genre de choses. Et puis des fois, il tombe amoureux, Richard Brautigan, et il écrit ça. Le poème s'intitule « Le très beau poème ». Je vais me coucher à Los Angeles en pensant à toi. Lorsque je pissais il y a quelques instants, j'ai contemplé mon pénis avec affection. Je sais qu'il a été en toi 2 fois aujourd'hui, et du coup, je me sens très beau. Non mais, et du coup je me suis dit, bon bah oui, c'est-à-dire, ça c'est possible, c'est-à-dire que ça, c'est 6 lignes, et c'est, d'accord, c'est haut, vous l'avez vécu, voilà. Et ça rapproche, la distance, et voilà, je me suis dit, la poésie c'est pas forcément très très haut, ça peut être juste là, c'est un moment, et alors, du coup, pour répondre pleinement à la question, je me suis dit, il y a un truc qui est en train de circuler en moi, c'est que je me dis, la poésie, ça peut être quelque chose qui fige, attrape. Pardon s'il y a des gens qui sont des poètes ou des enseignants de littérature, j'enfonce des portes ouvertes, mais moi ça m'a fait du bien de le recomprendre, qui fixe des sensations microscopiques. Typiquement là, je pense que c'est quelque chose qui lui traverse l'esprit 2 minutes et il se dit, peut-être que je pourrais le coucher sur le papier. Voilà. Et moi je me dis, je peux peut-être écrire des petits fragments comme ça, sans avoir à attendre de les prêter à un personnage de roman dans un texte long. Et que petit à petit, je peux me mettre à faire des petites choses. Et d'où cette question providentielle d'Étienne Rusias. Ces dernières semaines, j'ai découvert un écrivain chilien absolument exceptionnel qui s'appelle Roberto Bolaño. Merci. Il y a au moins une fan de Roberto Bolaño dans la salle. Merci, Florence. Et Roberto Bolaño, c'est pour la fin des années 90, le début des années 2000, c'est un des poètes absolument incontournables du monde hispanophone, notamment pour 2 romans énormes et vraiment géniaux. Les Détectives Sauvages et 2666, je suis sûr qu'ils sont à la librairie au bout du monde. Si, oui, oui. On peut les avoir à la commande. Et très récemment, les éditions de l'Olivier ont entrepris de absolument tout éditer de ce qu'a écrit cet homme, dont ses poèmes de jeunesse. Et ces poèmes de jeunesse, de la même manière, de manière un peu plus élaborée, moins prosaïque, moins grivoise ou un peu plus élaborée que Richard Brautigan, ça me fait la même chose. Je me dis, il y a c'est des visions humbles et bizarres, et je me dis, petit à petit, je vais essayer d'aller vers ça. Donc je vous lis, si vous êtes d'accord, 2 petits fragments de Roberto Bolaño. Tu attends que disparaisse l'angoisse, tandis qu'il pleut sur l'étrange route où tu te trouves. Pluie. J'attends seulement que l'angoisse disparaisse. Je fais ce qu'il faut de mon côté. Et lui aussi, quand il tombe amoureux, devinez quoi ? Il a envie d'écrire un poème à la fille qu'il vient de rencontrer. Voici son poème pour Victoria Avalos, qui n'a aucun lien avec la Victoria tout à l'heure. On ne sait pas. Bonne chance à ceux qui ont reçu des dons obscurs plutôt que la fortune. Je les ai vus se réveiller au bord de la mer et allumer une cigarette, comme seuls peuvent le faire ceux qui attendent des plaisanteries et des petites caresses. Bonne chance à ces prolétaires nomades qui donnent tout avec amour. Voilà, et juste ça, je me suis dit, c'est juste joli, ça fait 9 lignes, et je me suis dit, ça, ben, je peux avoir envie d'y aller. Alors du coup, si vous me permettez encore,
Je suis en laboratoire en ce moment. Donc j'ai 2 trucs à vous lire, à moi. Tout d'abord, un poème qui est né en Auvergne. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y a 2 mois, l'extraordinaire ethnologue Martin de la Soudière était parmi nous pour traverser les forêts du Livradois-Forez. Et Martin était un bon professeur, parce qu'à chaque pause pique-nique, pendant que nous mangions les tartes et les quiches de Chantal Tourlebise, il nous disait non, la pause ne doit pas être longtemps, vous devez absolument, vous êtes des écrivains, vous êtes là pour écrire. Donc il nous donnait une consigne, et avant de repartir en randonnée, on devait avoir écrit quelque chose. L'Inde descriptible, le pays, hein. L'Inde descriptible, c'est par exemple une mère en sari rouge qui plonge dans le Gange son fils un peu pénible pour le punir d'avoir rêvé d'une vie où rien ne change. Voilà. Voilà, c'est tout. Tout petit. Non, merci. Toute petite chose. Et Martin disait... Merci Richard. C'est pas ce que j'avais demandé, mais c'est gentil.